Donc, Elif est une ancienne business analyst de gestion. Elle a travaillé au sein d'entreprises de taille moyenne, de groupes internationaux et de multinationales dans des secteurs industriels variés. Mais en parallèle de son métier, elle crée du contenu sur les réseaux sociaux pour parler de mode et de lifestyle et développe ainsi une communauté de plus de 180 000 femmes animées par les mêmes sujets qu'elle, l'image et le développement personnel. Donc aujourd'hui, sa mission est d'inspirer et d'aider les femmes ambitieuses à atteindre leurs objectifs personnels et professionnels en travaillant leur image et leur singularité afin qu'elles mènent une vie épanouissante, alignée à leur identité profonde. Donc aujourd'hui, avec Elif, nous allons discuter sur le thème du pouvoir, le pouvoir du personnel branding et de la singularité pour créer votre vie de rêve. Waouh! J'ai bien fait ça? Ouais, super belle présentation. Merci infiniment. Excellent, excellent. Je suis contente que tu te sentes bien avec cette présentation. Merci à Arnaud, Christine, qui sont déjà sur le chat en train de l'animer. Alors, on va rentrer dans cette conversation qui va être passionnante parce que juste de lire ta bio, je me suis dit, mon Dieu, on a des éléments ici à retourner et à découvrir. Donc, commençons déjà là où ça commence. Ancienne business analyst. Donc, à l'époque où tu travailles justement pour ces entreprises, ces gros groupes internationaux et multinationales, parle-moi un peu de comment est-ce que tu te sens. Est-ce que tu fais quelque chose qui te passionne à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu es à cet endroit-là? Alors déjà, comment est-ce que ça commence, ma carrière un peu là de création de contenu? Comment est-ce que je m'y mets? Alors, ça remonte à très loin. Ouais. Ça remonte aux années 2009-2010 à peu près, où à la suite d'une recherche en fait d'un maquillage, je pense que je cherchais un maquillage pour un mariage ou quelque chose comme ça, sur une vidéo d'une américaine qui fait un tutoriel make-up et elle nous montre étape par étape comment réaliser un maquillage. J'accroche directement. J'adore le principe de partager avec des personnes son savoir-faire. Et de là, je dévore YouTube. Je découvre plein d'américaines, je découvre des françaises et en fait, je commence à avoir envie je commence à avoir envie de faire la même chose. Et ça m'a mis un petit peu du temps à m'y mettre un peu plus officiellement. Et ce n'est qu'en 2013 à peu près que je décide de me lancer. Au départ, je me lance avec ma sœur. On parle de mode, on parle de on présente des tenues, pourquoi on associe telle chose avec telle pièce, etc. Mais là, tout ça, c'est à côté de ton travail à temps plein que tu fais ça. Alors là, il y a une partie où je suis encore étudiante. Ah, d'accord. Donc ça commence encore aux études. Exactement, ouais. J'étais notamment au Canada. Exact. Et d'ailleurs, j'en profitais à chaque fois au Canada pour m'acheter des produits beauté qu'on n'arrivait pas à trouver en France. Tu sais, il y avait des marques comme ça. Bref, c'était un prestige un peu de les avoir. Et donc en parallèle de mes études, puis après de mon travail, j'ai commencé à créer du contenu. Au départ, c'était de la mode, de la beauté. En avançant un petit peu dans ma carrière, j'ai aussi eu des postes un peu plus importants, des missions un peu plus importantes, et il devenait de plus en plus impossible en fait pour moi de créer du contenu. Et c'est là où entre 2016 et 2019 à peu près, j'ai eu une longue pause dans la création de contenu. Tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Je sortais de chez moi, il était 7h30 du matin, j'arrivais, il était 21h-22h, donc autant te dire que techniquement, je pouvais pas du tout allumer une caméra. Le week-end en plus, je travaillais, mais j'ai dédié un bon moment à ma carrière. Je voulais un peu me concentrer là-dessus, mais en même temps, j'étais pas heureuse. Faut savoir que c'est un métier dans lequel, j'ai eu un burn-out, j'ai eu un épuisement mental, je me sentais pas bien, ça faisait pas sens. Je kiffais pas mon travail, vraiment. C'était complètement en décalage avec ma personnalité et avec ce que moi j'avais envie pour ma vie. Et en fait, ce que j'ai appris justement pendant cette pause, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir poser ses limites. Poser ses limites de temps, notamment, et de se dire, OK, il y aura toujours du travail de toute façon, et il faut que je dédie du temps pour faire des activités que j'aime, des activités passion, des hobbies, des choses qui me font du bien. Et c'est d'ailleurs très important pour avoir cet équilibre, ne serait-ce que sur le plan mental. Donc, attends un peu. Donc, à ce moment-là, quand tu fais cette pause, en fin de compte, pour finalement dédier tout ton temps à ton travail de salarié, tu te rends compte qu'en fait,
ça te manque de créer du contenu à ce moment-là. Absolument. Vraiment. Okay. Ouais, absolument. Donc, je m'y remets un petit peu. Et puis après, j'arrête complètement mon travail et je me dédie à ça. Ok, là, on s'arrête 2 secondes parce que ça, c'est vraiment, comme on dit, le plongeon que je crois beaucoup de gens s'arrêtent. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui fait que déjà, est-ce qu'au niveau de l'audience, est-ce que tu as une audience qui ressemble à ce que tu as aujourd'hui ou bien c'est quoi l'audience que tu as à ce moment-là alors? Ça dépend des réseaux sociaux. Alors sur Instagram, pas du tout. TikTok de toute façon n'existait pas et YouTube à peu près. Oui, plus ou moins. À peu près. Donc tu avais déjà quand même quelque chose de assez installé sur YouTube par rapport à ta création de contenu déjà. Ouais. Est-ce qu'il y avait déjà des revenus qui rentraient par là à ce moment-là? Alors, non, en fait, faut savoir que moi, je suis d'une vieille génération de YouTube et le fait d'avoir en fait, le métier d'influenceur, petit à petit, se dessinait. Mais on recevait des produits gratuitement, mais on gagnait pas encore d'argent. Okay. Il y avait des marques qui nous payaient, mais c'était pas encore ça, quoi. On était vraiment aux prémices. Ouais. Et puis, donc, non, les revenus, c'était pas encore ça, quoi. Ok. Alors, mais tu avais le potentiel. C'est ça. Donc, tu décides de quitter ton emploi. Qu'est-ce qui fait, est-ce que tu as des réserves? Qu'est-ce qui fait que tu oses te lancer complètement, donc à 100%, juste sur ta création de contenu? Alors, déjà, c'est l'épuisement mental que j'ai ressenti me fait prendre un déclic, me fait prendre conscience de quelque chose ça crée un déclic en moi qui est qu'en fait, il y a un moment donné, c'est à toi de décider comment est-ce que tu gères ton temps et à quoi tu l'alloues. Ouais. Et tu vois, je me suis dit, je n'ai pas à travailler le week-end pour mon entreprise, je n'ai pas à faire d'heures supplémentaires. Non, je dois faire des choses qui me font vraiment plaisir. Et donc, ça commence comme ça et je perds petit à petit la question de départ. Ah oui, c'est comment est-ce que t'en es venu à ça? C'est ce déclic-là dans un premier temps. Et puis après, oui, effectivement, j'avais des réserves économiques. J'ai mon mari qui a accepté de me soutenir un certain temps. Tout ça, c'est aussi des éléments facilitants qu'il faut aussi exprimer parce que c'est pas rien. Mais il y a quand même aussi un moment où j'ai travaillé en même temps que j'ai créé du contenu. Donc, il y a des stratégies, des étapes aussi à suivre, des techniques qui peuvent permettre de pas complètement abandonner son travail dans un premier temps, mais d'y aller étape par étape. D'accord. Ouais. J'ai quand même construit une carrière en entreprise. Ouais. En même temps que ma création de contenu. Et puis après, au bout de quelques années, je m'y suis mise à temps plein. D'accord. Donc, il y a eu une période de transition où tu as eu les deux en même temps. Exactement. Et comment tu t'es arrangé à ce moment-là pour être en mesure de créer du contenu? Déjà, en termes de création, tu en étais à peu près à quoi comme contenu, en termes de quantité de contenu que tu publiais à ce moment-là? C'était beaucoup de vidéos YouTube, 2 vidéos par semaine. YouTube, ça prend énormément de temps. Ouais. C'est vraiment du contenu long. C'est un format qui demande beaucoup de travail. Et puis, quand on a aussi des sujets un peu comme les miens, tu sais, assez sérieux, etc. Il y a des recherches au préalable à faire, il y a des informations à valider, il y a des études à faire, peut-être même qu'il faut se former. Enfin, bref, c'est pas... ça demande du boulot. Et puis, même quand le sujet est moins léger, quand on tient, par exemple, à faire des beaux montages, etc., ça demande beaucoup de travail. Et comment tu fais pour organiser les deux alors à ce moment-là? Alors, comment je fais? Première étape, déjà, c'est qu'il faut réfléchir, trouver des blocs de temps, des créneaux horaires dédiés à la création de contenu. Et on s'y tient vraiment. Et donc là, l'idée, par exemple, c'est de saucissonner un peu sa journée, du réveil au coucher, et de dire, OK, ma journée, comment elle se présente, et à quel moment il est possible pour moi, au cours de la journée, au cours de la semaine, de créer du contenu. Et attention, créer du contenu, c'est pas juste se filmer devant la caméra, se prendre en photo, etc. Il y a du travail au préalable à faire, et notamment un travail de préparation, de réflexion, de définition d'idées, de structuration d'idées. Et ça prend beaucoup de temps. Il faut penser les idées, lister les idées, développer les idées, organiser un script, rédiger un script, penser la vidéo.
quelle image va illustrer tel propos, etc. Donc, il y a beaucoup de choses au préalable avant d'arriver au point où, hop, j'appuie sur REC. C'est qu'en fait, tu es une équipe de production, là, tu sais, celui qui écrit, celui qui produit, celui qui… Exactement. Ouais. Une équipe, quoi. Ouais, c'est plein de casquettes qu'on a sur la tête. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment de se dire, OK, quand est-ce que je peux créer du contenu. Et ensuite, la deuxième chose, c'est aussi d'accepter que ça va demander beaucoup de travail. D'être vraiment dans cette acceptation de oui, ça va être difficile et oui, je vais travailler plus que les autres, mais ça va rester temporaire. Pourquoi temporaire? Parce qu'en fait, premièrement, vous allez vous fixer une deadline. Donc là, je parle vraiment à toutes les personnes qui nous regardent, vous allez vous fixer une deadline. Vous allez vous dire que je me donne 6 mois, je me donne 1 an, je me donne 2 ans pour atteindre tel objectif par rapport à la création de contenu, par rapport aux réseaux sociaux. Deuxièmement, ça va être, c'est temporaire parce que au bout d'un moment, vous n'êtes plus au stade du début de l'apprentissage où c'est un peu difficile, où vous regardez telle chose, tutoriel, etc., montage, réaliser un post Canva, etc. Vous n'êtes plus dans cette phase d'apprentissage. Vous gagnez en pratique et vous devenez plus pragmatique, plus productif. Donc, voilà, la tâche que vous preniez peut-être 3 heures à faire ou 1 heure, vous allez vous mettre une demi-heure. C'est ça. Tu deviens de plus en plus efficace, ça te prend de moins en moins de temps aussi. Voilà, on gagne en efficacité, on gagne en productivité. Et la troisième raison pour laquelle il faut se dire aussi que c'est temporaire dans la tête, c'est que quand on commence à avoir des résultats sur les objectifs qu'on s'est fixés, d'abord, ça nous donne un élan de motivation, de satisfaction qui fait on a un esprit, on a une énergie différente. C'est moins lourd, tu vois, qu'au départ. Et quand on obtient aussi des résultats, peut-être que ça veut dire que les choses vont changer. Peut-être que notre travail à temps plein va commencer à devenir un travail à temps partiel, etc. Et petit à petit, ça se construit comme ça. Ah, génial. Est-ce que toi, tu as dû passer par justement la phase où le travail est devenu à temps partiel? Non. Je suis passée directement du temps plein à passage au complet. D'accord. Mais après, tu sais, mon parcours n'est pas forcément un modèle. Je pense que ce qui est très important pour chacun, c'est vraiment d'avancer stratégiquement. Tu vois, de vraiment se dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Et puis, on a tous nos contraintes aussi, nos difficultés dans la vie. Donc, chacun avance comme il peut, quoi, tout simplement, et à son rythme. Et il y a aussi autre chose qui est important, une autre étape à assimiler, disons, c'est d'apprendre à recycler ses contenus. Ça, c'est hyper important. Surtout quand on est dans une ère comme aujourd'hui où le volume est très important. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas espérer faire évoluer son compte, gagner des dizaines et des milliers d'abonnés en ayant un post par mois. Ça va pas fonctionner. Ça marche plus, c'est fini. Ça marche plus. Donc, le volume est important et c'est là où la stratégie de recyclage est clé pour se développer sur les réseaux sociaux. Recyclage, ça veut dire quoi? Ça veut dire refaire usage de son contenu. Et il y a plusieurs façons de recycler son contenu. Premièrement, et tout simplement, c'est de réutiliser un post, reposter un post qu'on a déjà publié 2, 3, 4, 5, 6 mois après. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, c'est de passer d'un format de contenu à un autre. Exemple, je passe d'un article de blog à un carrousel Instagram, je passe d'une vidéo YouTube à 3-4 réels, etc. Et ensuite, la troisième technique de recyclage, c'est de développer un grand sujet. C'est personnellement la stratégie que j'utilise, de développer un grand sujet et ensuite de le décomposer en petits sujets, en petits formats de vidéos. Exemple. Moi, tu vois, dans ma stratégie de contenu, le format le plus long que j'ai, c'est YouTube. Tout à fait, Donc, les scripts YouTube vont me demander, et vont me prendre beaucoup de temps, vont me demander beaucoup d'informations, de détails. Et donc, du coup, je vais avoir un travail en amont qui va être beaucoup plus lourd et conséquent qu'un réel. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma vidéo YouTube. Admettons, c'est une vidéo 10 astuces pour développer sa confiance en soi. Là, déjà, j'ai 10 astuces. Eh bien, je prends 3, 4 astuces que je pose en réel
Je peux très bien aussi prendre encore 3-4 astuces que je mets dans un carrousel. Je peux très bien aussi reprendre une phrase que j'ai écrite dans ce script qui je pense, est très pertinente et j'en fais un post en mode citation d'inspiration, etc. Donc, il y a plein de façons comme ça de recycler son contenu. Ouais. Voilà. Je partage aussi cette stratégie parce que moi aussi, mon contenu principal, c'est sur YouTube. Et comme c'est justement un contenu plus grand, et c'est ce que j'aime de toute façon, je préfère aller sur quelque chose de plus long et puis ensuite pouvoir le recycler. Il y a tellement plus de chair, on va dire, plutôt que de tourner en rond. Exactement. Allez, donc là, on était dans des stratégies. J'aimerais voir un petit peu avec toi parce que ici, notre sujet, c'est vraiment le pouvoir du personal branding. Donc, parle-moi un petit peu. Et puis surtout, ici, il y a aussi la question de la connaissance de soi. Donc, là, tu crées du contenu maintenant pour YouTube. Ça se passe bien. Tu as une belle audience. Alors, qu'est-ce qui fait que tu commences tranquillement à vouloir aller vers, justement, l'image personnelle, donc le personal branding? Alors, faut savoir que les choses se sont faites sur le chemin. D'accord. Au départ, moi, quand je n'avais pas une niche très claire. Ouais. Je postais ce que j'aimais poster, je postais ce que je savais faire de bien. Ouais. Et petit à petit, avec les retours de mes abonnés, avec aussi la découverte de ce que moi j'aimais créer, de ce sujet que moi j'aimais aborder, eh bien, les choses se sont faites naturellement. Après, il y a aussi autre chose et qui sort de la création de contenu, c'est que moi j'ai eu un gros travail d'introspection et de connaissance de moi-même. Dans ce travail-là, en cherchant un petit peu quels sont mes talents, quelles sont mes aptitudes, qu'est-ce qui est facile à faire pour moi, dans quel genre d'activité je prends énormément de plaisir, tout ça, et en fait, j'avais des connexions avec l'image. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail, à te poser ces questions-là par rapport à la connaissance de soi? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail? En fait, c'est parce que suite à mon travail, je me sentais complètement perdue. Je me suis dit, attends, pendant des années, tu as évolué dans une voie qui te plaisait pas forcément, mais juste pour apparaître crédible ou intéressante aux yeux des autres, avoir un peu de prestige entre guillemets même aux yeux des autres, t'as suivi ces métiers, tu vois. J'avoue, c'était comment dire, c'est pas pour impressionner les gens, mais c'est pour un peu rentrer dans des cases. Totalement, bah oui, totalement. Rentrer dans des cases, tout simplement. Mais moi, dans ce chemin-là, je me suis oubliée. Et en fait, je me suis complètement perdue et c'est là où j'ai eu besoin de faire une introspection, de me poser. Et voilà, j'ai commencé par le biais de différents outils à faire connaissance avec moi-même, avec des professionnels aussi. Et voilà. Et c'est très important de se connaître. Exactement. Et puis en plus, maintenant, si on fait un peu le lien justement sur maintenant ton expertise aujourd'hui, cette connaissance de toi, de quelle manière est-ce que elle influence ton image aujourd'hui dans les réseaux? De quelle manière? Eh bien, la première chose là qui me vient en tête, c'est que parce que je me connais bien, dans un premier temps, j'arrive à être plus moi-même sur les réseaux sociaux. Donc, la bonne connaissance de soi permet une expression de soi qui est authentique. Et quand on est authentique, eh bien, tout devient beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Tu vois, dans mes vidéos, je me casse moins la tête j'ai envie de paraître comme ça ou je suis juste moi-même. Et d'ailleurs, quand on te liste un petit peu les stratégies sur les réseaux sociaux, l'authenticité ressort toujours. Ouais, tout à fait. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est vrai que ça marche. Je sais pas si tu as prêté attention, mais il y a beaucoup de gens qui décollent à une puissance fulgurante énorme. Mais ces personnes-là, en fait, elles sont hyper naturelles. T'as l'impression que tout est simple pour elles, en fait. Et en fait, elles sont juste elles-mêmes. Et les gens arrivent à s'identifier à ces personnes-là. Donc, du coup, ça crée un lien de proximité et une connexion qui est beaucoup plus simple, plus naturelle. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Puis, on n'est plus aussi dans une ère où comment dire, on veut du faux. On veut du vrai, là. On veut vraiment des vraies personnes.
C'est ça, exactement. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, il y a cette proximité où on veut pas juste observer la personne de loin, on veut vraiment… finalement, tu sais, toute la notion de reality show, là, c'est un peu ça maintenant aujourd'hui. Hein. C'est un peu ça, ouais, effectivement. Mais après, il faut quand même toujours un petit peu contrôler son image. Contrôler son image, pourquoi? Pour garder une certaine cohérence justement avec la personne que l'on est, mais aussi la personne que l'on a envie de devenir et l'image que l'on a envie de renvoyer aux autres. C'est très important en fait de se connaître en fait pour justement assurer cette cohérence-là dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on reflète sur les réseaux sociaux. Exact. Et toi, là, si je ne me trompe pas, tu m'apprenais qu'il y a une nouvelle dans ta vie. Tu es récemment devenue maman. Oui. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 4 mois depuis la semaine dernière. D'abord, félicitations. Merci beaucoup, c'est très gentil. Que du bonheur. Exactement. Je sais aussi que ça change beaucoup pour une femme de devenir maman. Donc, par rapport à ton parcours là, parce que là maintenant, tu as 100% dans ton business à toi. Et quand tu as commencé ce business, il n'y avait pas d'enfant. Oui. Tu n'étais pas encore maman. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir maintenant un enfant en plus de ton business, comme tu es dans tes débuts là? Qu'est-ce que ça change pour toi? Eh bien, dans un premier temps, ça m'a donné encore plus d'énergie, paradoxalement. Peut-être que ma réponse est un petit peu inattendue, mais moi, ça m'a donné plus d'énergie à me dépasser dans mon projet et dans mon business. Deuxième point, je me suis quand même assez rapidement interrogée sur est-ce que ce que je fais, ce que je propose aujourd'hui, est toujours en alignement avec la nouvelle personne que je suis, avec cette nouvelle facette de moi que j'ai, et complètement. Parce que je pense que justement, mon travail en fait portant sur ma connaissance de moi-même a tellement été bien fait dans la profondeur, etc., qu'en fait je me suis pas trompée quoi. Je me suis pas trompée de voie. Donc ça c'est plutôt rassurant. Et puis après au niveau du business, ça m'a donné quand même aussi envie de faire des choses différemment. Tu vois, de changer mon site internet, par exemple, de structurer, de présenter un peu les choses différemment. D'accord. Voilà. Est-ce que ça a influencé quelque chose? Est-ce que ça t'a, comment dire, est-ce que ça a remis en question quelque chose par rapport à la manière dont tu organises ton planning, comment tu travailles, à quel moment tu travailles? Est-ce que ça a eu une influence sur ça d'une manière ou d'une autre? Ouais, carrément. Ça a eu une influence sur ma gestion du temps, effectivement. Avant, je pouvais prendre un peu plus de temps à faire les choses. Maintenant, si c'est 1 heure, c'est 1 heure. C'est vraiment ce respect du temps qui a vraiment changé chez moi. Je me laisse plus, tu vois, 2-3 heures. Non, c'est beaucoup plus chronométré, limite presque. Et c'est tant mieux parce que au moins on apprend aussi à être productif. C'est ça, exactement. Parce que est-ce que justement, tu vois, tu dis justement, tu te laissais avant peut-être 2-3 heures pour une activité ou quoi que ce soit, et là maintenant, si t'es 1 heure, c'est 1 heure. Est-ce que tu te rends compte que, juste vraiment une vraie question, est-ce que tu as l'impression que en prenant moins de temps pour faire un travail, il est moins intéressant ou bien de moins bonne qualité, ou bien tu arrives exactement au même résultat, mais avec beaucoup moins de temps? Qu'est-ce que ça donne en fait, le fait d'avoir moins de temps pour toi? Eh bien, tu sais quoi? Ça permet plein de choses. Premièrement, ça apprend à casser le perfectionnisme. C'est ça. Et quand on casse le perfectionnisme, en fait, on peut se rendre compte que il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Et donc, moi, personnellement, je trouve que je donne un tout aussi bon travail, voire même meilleur. Voilà. Excellent. Excellent, parce que tu sais, il y a beaucoup de femmes auxquelles je parle, et puis chaque femme le vit de manière très différente, le fait de devenir nouvellement maman. Et je sais que pour certaines, il y a la contrainte justement de ne plus avoir tout ce temps libre. Et je trouve intéressant avec toi, c'est que oui, c'est toujours pas déjà, t'es pas la première femme à avoir des enfants. Il est toujours possible, même quand ta situation change, de continuer à réaliser tes rêves. C'est-à-dire que t'as pas besoin de te sacrifier, arrêter tes rêves pour juste être 100% maman. Et c'est pas juste pour être seulement maman. Tu peux avoir les deux. Maintenant que j'ai dit ça, je veux pas non plus envoyer un message de superwoman parce que je suis pas spécialement là-dessus. C'est pour ça que justement, tu sais, quand tu dis
si j'ai moins de temps, ben, je respecte ce moins de temps et je suis quand même en mesure de créer quelque chose de qualité et de si bien avec moins de temps. Ouais. Et puis en plus, ça nous force à aller à l'essentiel. Oui. À vraiment se concentrer sur les top priorités. C'est une nouvelle façon en fait d'apprendre à travailler et à gérer son temps, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et si on parle un petit peu de justement cette notion de singularité, quand tu parles de la singularité, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par singularité? Je veux dire unicité. Je veux dire message. Le message que l'on a qui vient de notre cœur pour les autres, pour le monde. C'est ça la singularité. Et le personal branding, déjà, qu'est-ce que c'est le personal branding? Parce qu'on on en a parlé, ça fait partie du titre du sujet. Le personal branding, c'est un processus stratégique, continu, qui vise à aider une personne à construire son identité, exprimer son unicité, sa singularité, et dans l'optique de se valoriser, de se promouvoir, de se rendre visible, de se différencier. Et en fait, dans personal branding, il y a dans la définition, il y a des notions assez importantes à relever. Tout d'abord, toute la partie identité, construction d'identité, singularité, unicité. Ça, c'est lié, c'est porté vers la connaissance de soi. Donc, c'est un travail de développement personnel. Et de l'autre côté, on a les notions de se promouvoir, se différencier. Ça, ce sont des actions un peu plus marketing. Donc, en fait, le personal branding, c'est à la fois un travail de développement personnel et à la fois un travail de marketing. Et l'enjeu principal du personal branding et du fait aussi de définir sa singularité, c'est de se différencier. C'est de vivre dans son unicité, aussi bien au travail, aussi bien dans sa vie personnelle, mais c'est juste en fait d'être soi dans le monde. Tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, là, si on reste dans cet angle business où on se dit, OK, personal branding pour mon business, mais ça passe d'abord pour être en mesure d'utiliser ton identité et de la valoriser, ça passe par une acceptation de qui on est et d'un amour de soi. Absolument. Absolument. Ça passe par une phase où on doit apprendre à se définir, se caractériser, à avoir du savoir en fait envers nous-mêmes, tant sur le plan physique que sur le plan mental, que sur le plan spirituel. Et c'est ça en fait la connaissance de soi. La connaissance de ça, c'est le savoir qu'on a de nous envers nous-mêmes sur ces trois plans. Et effectivement, dans un business, comment est-ce qu'on peut créer une image de marque personnelle, personal brand, c'est lié personnel, c'est lié à la personne, sans se connaître, c'est pas possible. C'est ça. J'allais justement te poser la question. Dans ton travail, tu rencontres des personnes justement qui veulent avoir ce marketing, cette marque personnelle, mais qui sont peut-être pas intéressées par l'aspect justement travail sur soi. Est-ce que ça peut marcher pour une personne de faire ça? Alors, il faut savoir que tout le monde n'a pas besoin de passer par cette étape-là. Il y a des personnes qui se connaissent très bien et on va pas mettre en place des outils de travail pour avancer sur ce sujet-là. C'est assez simple pour la personne de se caractériser. Mais cependant, moi, j'ai besoin de la connaître. Donc oui, effectivement, moi, j'ai besoin de faire connaissance avec elle, même si elle se connaît. Et donc, pour créer cette image-là, effectivement, j'ai besoin, par exemple, de connaître quels sont ses objectifs sur les réseaux sociaux, quel genre de vie elle a envie de mener, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses forces, quelles sont ses qualités, quels sont les points, les missions, les tâches sur lesquelles elle est très habile. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire au monde aussi? C'est quoi ton message? Et c'est ça qui fait ton unicité. Et tu sais, comme on fait beaucoup le lien entre la singularité, le business, etc. En fait, quand la meilleure façon de se différencier des autres, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu principal du personal branding, c'est de se différencier des autres. La meilleure façon, c'est d'être soi-même. Quand tu es unique, en fait, personne peut te copier et tu es de toute façon personne. Et à ce moment-là, on peut limite presque dire que la concurrence n'existe pas. Chacun a sa place
Et chacun exprime quelque chose à sa façon avec ses mots. Moi, tu vois, je peux parler de personal branding, je peux avoir une concurrente, mais la façon dont moi je vais parler, peut-être que les gens vont plus s'accrocher avec moi, ou peut-être qu'ils vont plus s'accrocher avec elle. Tout à fait. C'est un peu, tu sais, comme une recette de cuisine. On va avoir, toi et moi, on va avoir la même recette, mais la soupe, elle va pas avoir le même résultat, le même goût à la fin. Parce qu'on a nos mains, on a nos doses, on a nos traits de caractère singuliers. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et toi, de quelle façon est-ce que le fait justement d'appliquer cette marque personnelle, ton personal branding, à ta vie et à ton travail? Parce qu'on parle ici de comment est-ce que ces éléments peuvent transformer ta vie, propulser ton potentiel à une échelle plus grande. De quelle manière est-ce que ça a eu un impact sur ta vie personnelle et sur ton business? Ok, en fait, moi, le travail de personal branding que j'ai eu sur moi-même a transformé ma vie de plein de façons. Et les bénéfices que j'ai pu voir sur le plan personnel, eh ben, je les ai aussi vus sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'un bénéfice que je note sur le plan personnel a aussi nourri mon plan professionnel et inversement. Et il y a un autre point, c'est qu'en fait, les bénéfices que j'ai vus, je vais t'en citer quelques-uns qui sont assez généralistes, mais j'en ai d'autres qui sont très subtils, très dans le détail, que je vois dans le quotidien et je me dis ah mais tu vois Elif, parce que tu te connais bien, eh ben faire ça c'est plus facile, c'est plus fluide, c'est plus simple, etc. Donc pour en revenir à ta question d'un point de vue général, le personal branding, les bénéfices que ça a eu sur plan pro, plan perso. Premièrement, j'ai gagné beaucoup plus confiance en moi et j'ai beaucoup plus d'estime de moi. Je sais ce que je vaux, je connais ma valeur, je connais mes capacités, je connais mes incapacités aussi d'ailleurs. Et ça me donne un pouvoir, ça me donne une énergie, ça me donne un élan de motivation qui me met dans le mouvement, qui me met dans l'action. Deuxième bénéfice, c'est que ça a donné du sens à ma vie. Beaucoup du sens directionnel. Je sais où je m'en vais, je sais quel chemin je veux prendre pour ma vie, mais aussi sens dans le sens de signification. C'est-à-dire que ce que je veux pour ma vie, je sais pourquoi je le veux, et je sais à quoi ça va me servir. Et ça, en fait, ça efface ce sentiment qu'on peut avoir de se sentir perdu dans la vie. Ça apporte plus de clarté, en fait. Ça apporte une clarté dans la vision que l'on peut avoir pour soi, et pour notre vie à plusieurs niveaux. Troisième bénéfice que je peux citer, c'est que ça m'a aidé à construire une image extérieure cohérente à ma personnalité. Et là, je pense par exemple au style vestimentaire. Tu vois, moi, j'ai des tenues qui sont en accord avec ce que je suis à l'intérieur de moi, le message que j'ai envie de transmettre au monde, la façon que j'ai envie que les gens me voient, la personne que j'ai envie de devenir et d'incarner. Et en fait, mon image devient vraiment un outil d'affirmation identitaire. Autre bénéfice, j'ai envie de dire, et pas des moindres, celui-là, il est très important et je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes sur cette conférence, c'est qu'on est beaucoup plus détaché du regard et du jugement des autres. Parce que je me connais, parce que moi je sais ce que je vaux, je ressens pas le besoin de me justifier sur tout ce que je fais, de m'expliquer. Je recherche moins la validation des autres et je suis moins people pleaser. Tu vois, je fais ce que je veux et puis je fais ma route quoi. Et en parlant des autres, quand on fait un travail de personal branding, de connaissance de soi, etc., un autre bénéfice qui est très important, c'est qu'on a des meilleures relations avec les autres. Parce que quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. On est dans un état d'esprit qui est beaucoup plus léger, plus serein, et on est moins dans la confrontation, la susceptibilité, ce genre. Comparaison. La comparaison, exactement. Et enfin, de manière générale, le dernier bénéfice que je citerai, c'est que ça m'a aidé à me sentir bien dans ma tête. Ça procure du bien-être. Donc, sur le plan mental, ça me fait du bien aussi.
Ouais. J'adore ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que je pense aussi du personal branding. Parce que, tu vois, c'est comme se voir en scène, hein, quand tu sais qui tu es, tu peux ensuite comme dématérialiser en fait un petit peu les différents aspects de ta personnalité que tu apprécies ou peu importe, et que tu les mets en scène pour représenter ta marque. En fait, le personal branding, moi je vois ça un petit peu comme justement l'aspect humain du marketing. Exactement. En fait, donc c'est ces deux mots, c'est personnel, branding. Il y a la personne et il y a branding qui est un terme plutôt marketing. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des outils, des techniques qu'une entreprise, qu'une marque pourrait utiliser pour développer sa notoriété, pour se rendre plus visible, pour développer son activité, etc. Donc des outils typiques du marketing qu'on va appliquer à une personne, au marketing de soi. Et en fait, dans les outils, tu vois, par exemple, on peut avoir typiquement le SWOT personnel, la fleur de service, le mix marketing. Tout ça, c'est des termes et des outils marketing. On peut avoir aussi des notions, genre par exemple le positionnement. Ça, c'est des choses qu'on va voir dans le personal branding. Et aussi, je pensais à un truc tout à l'heure, parce qu'étant donné qu'il y a un vrai travail de construction identitaire quand on parle de personal branding, pour moi, ce qui est aussi important, c'est de commencer à se connaître. C'est vraiment pour moi une des étapes premières. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, c'est pour bien comprendre sa nature. Qui est-ce qu'on est, comment est-ce que les gens nous voient, comment est-ce qu'on s'intègre dans le monde, etc. Mais deuxièmement, quand on se connaît bien, en fait, on donne une base solide à sa vie. C'est vraiment un socle primaire qui assure une solidité dans sa vie pour avoir une vie épanouissante. C'est un peu comme le béton qu'on vient couler avant de construire une maison. Si la maison, si tu poses les parpaings directement sur la terre, la maison, elle va toujours être un peu tremblote et à un moment même, elle va se casser la gueule. Alors que si tu coules le béton et ensuite tu poses les parpaings de la maison, là, tu avances avec plus de confiance. Tu vois, tu assures quelque chose de plus solide et par conséquent, après, ça devient, ça crée du bonheur et de l'épanouissement, quoi. J'adore. J'aime ça parce que quand on parle de justement la manière dont tu parles du personal branding et quand on est dans l'aspect business, des fois ça peut être justement le côté trop masculin, action, marketing. Et je sais que dans cette conférence, on a beaucoup parlé de ces deux aspects, tu sais, le féminin, le masculin. Et puis j'ai l'impression qu'un petit peu justement dans ta définition du personal branding, on peut retrouver justement beaucoup de cette énergie féminine dont on parle depuis le début, qui est plus axée juste sur l'être, de l'être, mais aussi le fait d'une recherche d'une certaine fluidité dans ce qu'on fait en fait. Exactement. Mais moi, tu sais, le personal branding, mon travail aussi, qu'est-ce que ça m'a permis ? C'est un des bénéfices que j'ai oublié et pourtant qui est l'un des principaux, c'est que ça m'a permis de trouver une voie professionnelle. Mais ma voie professionnelle, en fait, elle est juste une continuité de ma personnalité. Je suis vraiment juste la suite, quoi. C'est ça. Et ça procure tellement de plaisir, c'est tellement agréable. Juste être soi, c'est ton travail. Exactement. Parce que aussi, c'est une façon d'avoir le pouvoir sur sa vie et de pas avoir l'impression de la subir. Totalement. Non, mais franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, dis-moi un petit peu aujourd'hui, là, il y a quand même beaucoup de choses que tu as réalisées, là, jusqu'ici. Mais si je te demande maintenant, en ce moment, est-ce qu'il y a encore un rêve que tu veux réaliser? Ah ouais, des rêves, j'en ai encore plein. Je suis vraiment une grande rêveuse depuis que je suis enfant. Et oui, effectivement, j'ai plein de rêves. Bah, moi, j'aimerais bien, par exemple, est-ce que je le dis mon rêve ou pas? Vas-y, on attend, on est tous là, c'est quoi le rêve? Allez, j'en ai un, c'est de faire un TED. Sérieux? Tu veux faire un TED Talk? Oh, génial! Est-ce que tu sais déjà, est-ce que ce serait toujours sur le sujet du personal branding ou tu as un autre je pense, par rapport à l'image. En quoi l'image peut changer votre vie? Quelque chose comme ça, tu vois, c'est autour de ces thématiques. Parce que c'est hyper naturel chez moi, en fait. C'est ce que je sais le mieux évoquer, en fait. C'est ma passion. C'est un sujet vraiment passion. Pour moi, je peux parler des heures de ça. Génial, j'adore. Et est-ce que
Bon, déjà, là, maintenant qu'on a entendu ton rêve avec un TED Talk, je pense que tous ceux qui sont là en ce moment, hein, on va tous concentrer notre énergie et lui envoyer cette bonne énergie. Et un de ces quatre, on va l'avoir dans un TED Talk. J'adore ça. Maintenant, pensons justement aux personnes qui sont avec nous en ce moment et ceux qui vont te regarder en replay. Pour la personne qui te regarde en ce moment et qui se reconnaît en toi et qui a un rêve en elle, qui a peut-être du mal à y croire, qu'est-ce que tu as envie de lui dire là maintenant? J'ai envie de lui poser une question, en fait. J'ai envie de lui demander si tu n'avais aucun obstacle dans ta vie, aucun blocage, si rien ne te retenait, si tout était possible, en fait. Qu'est-ce que tu ferais? À quoi elle ressemblerait ta vie? Et à partir de là, go for it, quoi. Tout simplement. Tout simplement. J'adore. Je pense qu'en fait, on regrettera jamais de faire des choses pour soi, mais par contre, on regrettera de ne pas avoir fait des choses pour soi. Des choses qui nous ressemblent, qui viennent du cœur, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis aussi, une autre question qui peut être intéressante, mais comment est-ce que tu as envie de sentir, t'as envie de te sentir le dernier jour de ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de te dire, tu vois? Voilà. Donc, mène ta vie aussi en fonction de ça. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu crois que ça demande un courage particulier que de justement aller vers ce qui te fait rêver? Ça demande surtout un petit pas, tu vois, un petit pas déclencheur. Et le courage, ça se nourrit comme ça, en fait, aussi. C'est ce petit passage à l'action. Et parfois, on sous-estime un peu les petits pas, justement, les petites actions qui créent pourtant de grands résultats. On a l'impression qu'il faut faire, c'est un peu tout ou rien. C'est je dédie mon week-end à la création de contenu. Mais le 20 minutes, en fait, que tu peux dédier le matin quand tu es dans les transports à réfléchir à ton truc ou quoi, c'est aussi quelque chose. Ouais. Tu vois, faut pas attendre que tout soit parfait, que tout se file super bien pour se lancer et pour faire des choses, pour trouver le courage. Il y a un moment donné, on y va, quoi. Ouais. La vie, elle file à une vitesse grand V, alors faut savoir la valoriser. Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce que toi, il y a eu un moment déclencheur pour toi qui t'a fait dire ce genre de choses là que tu es en train de transmettre? Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur pour toi qui t'a fait te dire ce genre de choses? Je pense que quand j'ai passé la trentaine, ça m'a fait dire allez là, c'est bon. Moi, ma trentaine, j'ai envie de la vivre différemment. Ouais. Ça a été un élément déclencheur. Mais là, ma fille, honnêtement, je te jure que d'avoir un enfant, ça m'a mis aussi dans une énergie complètement différente. Ouais. Une énergie où tu as envie de te dépasser, mais comme jamais, quoi. Wow. Et tu sais, là, j'ai un message pour les personnes qui pourraient croire qu'un enfant est un peu un obstacle à la vie, que c'est plus pareil, que ça met des freins. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas que y a pas de contraintes, etc. Mais c'est juste que les choses vont se présenter différemment. Il va falloir s'organiser différemment. Mais qu'en fait, votre enfant peut être aussi l'élément où vous vous dites, mais maintenant, j'ai envie de me défoncer, quoi, littéralement, pour lui. Et je connais plein de femmes qui me disent, mais moi, tu sais, Elif, je n'ai jamais eu autant envie de me dépasser, de réaliser mes projets, de concrétiser mes rêves que depuis que je suis devenue maman. Ouais. J'adore entendre ça parce qu'on entend souvent ce discours. Souvent, j'ai entendu ça de la part des hommes qui deviennent papas et qui d'un seul coup parlent justement maintenant ils ont une raison de se battre, tu sais. Et en ce moment, je dois avouer qu'avec les femmes prennent la parole sur beaucoup de sujets qui étaient parfois tabous. Et en ce moment, je ne sais pas si c'est moi, mais il y a une prise de parole par rapport au fait de devenir maman. Et ça semble être tellement difficile. Écoute, moi, j'ai pas accouché d'enfant. Donc, moi, je regarde un petit peu tout ça de l'extérieur et ça semble tellement difficile pour certaines, tu vois. Et donc, je me dis, ça fait du bien de voir une femme active, ambitieuse, qui a des rêves, qui a un enfant et qui dit, moi, ça me fout le feu, ce truc-là. Je comprends ce que tu dis. C'est vrai que, voilà, à écouter les réseaux sociaux, à écouter plein de conférences, des discours, les discussions que peuvent avoir les femmes, on a l'impression qu'un enfant, c'est quelque chose de difficile. C'est ça. Mais en fait, il faut pas avoir peur. Il faut être dans la confiance et dans l'amour. Ouais. Et justement, quand on est dans cette phase de
d'introspection, de connaissance de soi. On se reconnecte à soi. Et en fait, on fait un peu, tu vois, on ferme un peu les oreilles sur les bruits extérieurs pour se reconnecter à soi. Et je trouve que c'est important, en fait, à un moment, de se boucher les oreilles et de ne pas être influencé par les autres. Moi, qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Et de se concentrer là-dessus. Tu sais, parfois, c'est triste à dire, mais je constate que des femmes font des choix par influence, en fait, d'autres femmes, de leur discours, etc. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'elles sont au fond d'elles, elles. Et parfois, il y a des grosses décisions comme ça qui sont décidées. Et c'est dommage. Tu vois, moi, je connais une dame qui n'a pas fait d'enfant toute sa vie parce qu'elle a priorisé sa carrière, parce que pour elle, ça allait être difficile, parce que nanana, et tout ça. Mais aujourd'hui, elle le regrette. Tu vois. Donc, en fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ne soyez pas influencés par les autres, soyez vraiment connectés à vous-même et écoutez vraiment votre cœur et qu'est-ce que vous voulez au fond de vous pour votre vie. C'est ça. Il n'y a pas une vérité pour tout le monde. Exactement. Tout le monde a ses difficultés, tu sais, parfois c'est pas les enfants, c'est autre chose. Ça peut être, je sais pas, une maladie ou des choses un peu plus tristes. Tout le monde a ses difficultés, mais il faut apprendre à faire avec, en fait. Tu as une perspective de la vie qui est très positive, hein, je dirais, Élif, quand je t'entends parler. Hein. Oh, merci, c'est ma nature optimiste. Bah, c'est vraiment bon, d'entendre ça. On va regarder un petit peu ce que disent les autres sur le chat. Je crois que ton message a fait mouche pour Arnaud quand tu as posé la question. Il a répondu un grand oui. Moi, j'organiserai des séances photos transgénérationnelles pour montrer la beauté de la diversité humaine. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là maintenant à Arnaud en lisant ça, toi? Bah, j'ai envie de lui dire, mais tu vois, en fait, c'est ça la beauté de la vie. C'est de voir cette histoire, en fait, qu'on a tracée, cette histoire qu'on a rédigée, qu'on a écrite, et de voir cette évolution, de voir à quel point, comment on s'est réalisé, d'admirer son parcours, d'admirer son chemin, c'est ça qui est beau, quoi. C'est magnifique. Et en plus, Arnaud, tu sais ce que tu veux, tu vois. Tu sais ce que tu veux. Tu sais, certaines personnes, si on leur dit « qu'est-ce que tu veux ?» ils sont incapables de dire. Tu sais que tu as dit « ok, il y a une baguette magique, j'enlève ça. Qu'est-ce que tu fais ?» Certaines personnes resteraient complètement « je sais pas trop ce que j'aime dans la vie. » Tu sais ce que tu veux. Donc, à partir de là, tu peux commencer avec des gens de ta famille, puis tranquillement aller vers des amis. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce que tu veux. Sérieusement, c'est pas la chose la plus difficile, savoir ce que tu veux. Ouais, si c'est dur. C'est franchement une question même qui peut être douloureuse. Tellement elle est prise de tête, quoi. Effectivement. Quand tu sais, comme c'est exprimé clairement, quand tu sais ce que tu veux, c'est le plus gros morceau qui est fait, en fait. Hein. Exactement. Mais c'est un très beau projet. Moi, j'adore les photos de portraits. J'adore regarder les visages, en fait, des gens. Je trouve qu'il y a tellement de choses qui peuvent se lire. Exactement. Et Audi, perso, moi, j'ai trouvé ma voie, mais j'ai encore beaucoup de peur et d'équilibre à trouver entre vie pro et vie perso. Ouais, mais c'est comme tout le monde, ça. C'est, tu sais, il y a jamais l'équilibre 50-50. L'équilibre pour quelqu'un, ça peut être 60-40 ou 70-30 aussi. À chacun de voir comment est-ce qu'il se sent bien, en fait, tout simplement. Mais il faut pas voir ça en fait comme un problème parce que c'est ce que tout le monde vit. C'est ça. Tu vois. Mais par contre, si tu ressens le fait que le point que tu travailles beaucoup et que tu as besoin de te poser à un moment donné, tu as besoin de te mettre en arrêt, un peu prendre du recul, t'énergiser toute seule ou avec une autre activité, fais-le en fait. Fais-le. Ça, moi, j'ai remarqué aussi que, tu sais, cette histoire d'équilibre, en plus, ça varie. C'est pas comme si, admettons, ton équilibre, c'est 60-40, mais c'est pas comme ça toute l'année ou pendant 10 ans. Oui, bien sûr. En fait, l'équilibre, c'est comme ça, en fait, finalement. C'est pas un truc stable. Non, ça jongle tout le temps et c'est complètement OK. Il faut accepter ça, en fait. Exactement. Il y a des fois, on est plus submergé. Alors du coup, j'ai envie de poser un peu la question. Tu sais, justement, des fois, on le ressent, ça, qu'il y a un déséquilibre entre notre travail et notre vie perso, en tout cas, ce qu'on voudrait faire.
Mais par contre, des fois, on n'a pas le choix, dans le sens où le travail en ce moment demande ce type d'investissement. Bien sûr. Comment tu fais, toi, pour faire la paix avec cette partie-là? Je sais que ça a fait partie justement de ton parcours à un moment donné. C'était quoi un truc que tu pouvais faire et qui t'aide à faire la paix avec, OK, en ce moment, ça me convient pas, ce déséquilibre, mais il faut que je le traverse. C'est quoi est-ce que tu as un outil, une stratégie que tu fais à ce moment-là et qui t'aide à faire la paix avec ça? Faire la paix avec ça, c'est un travail d'état d'esprit. Ouais. Et, juste, je me dis, c'est temporaire. Ouais. Je me fixe un objectif avant de commencer, je me donne à fond. Et puis je m'imagine, je pense aux résultats en fait que je vais avoir, ce que je vais ressentir à ce moment-là, mais je me dis surtout que voilà, c'est temporaire. C'est ça. Tout simplement. Travailler l'état d'esprit, c'est clé, c'est hyper important pour construire la vie de rêve qu'on a envie. Exactement. Parce que moi, tu vois, j'ai beau te présenter des outils, des stratégies pour designer la vie de tes rêves, si ici dans la tête ça ne va pas. Si tu as des croyances limitantes, si tu as des blocages, si tu es tout le temps là à te dévaloriser, si tu as des mauvaises habitudes, etc., en fait, ça va pas marcher. Ouais. Ça va pas marcher. Donc, il faut préparer son esprit aussi au succès. Tu sais, il y a un truc très simple. Et je trouve que parfois, on complexifie trop la vie. Ouais. Il faut vivre la vie comme si qu'on est dans un jeu. Ouais. C'est comme si qu'on est en train de jouer, en fait. Ouais. Par moment, c'est bien. Par moment, on perd un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais reprendre plaisir à jouer. En fait, il faut, être comme dans un plaisir de jeu, en fait. Tout à fait. Et tu vas voir que quand tu es comme ça, tu abordes la vie différemment. Tu as une énergie différente. Ouais, tout à fait. J'adore ça. Déjà, de caractère qui est toujours, en fait, temporaire, en fait. Le fait de ça aussi, ça va passer. Tout passe, en fait, en fin de compte. Exactement. Tout passe. Exactement. Je crois qu'il y a Aude qui dit « La vie familiale fatigue beaucoup et me laisse plus beaucoup d'énergie pour le travail. Puis je me dévalorise car mon activité ne décolle pas assez. C'est compliqué dans ma tête. » C'est beaucoup de discours négatifs pour elle-même. Absolument, absolument. Mais après, voilà, il y a des phases, c'est comme ça. Il y a des phases, t'as l'impression que tous les problèmes viennent d'un coup. Exact. Mais il faut rester optimiste. Il faut avancer étape par étape. Qu'est-ce qui est à ce moment-là précis? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est ça, étape par étape. J'adore ce que tu viens de dire là. Faut avancer étape par étape. C'est ça, c'est ce truc de voir tout en gros. Tu sais, ma famille. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. On est en fait trop sur on est sur une vision trop macro. Il faut redescendre un petit peu et définir les petits pas qui vont permettre de créer du changement. Exactement. Puis j'aime bien ce que Arnaud disait à Aude. Tu imagines l'autorisation que tu donnes à tes enfants en suivant ta voie. Est-ce que ça t'arrive de penser à ça, toi, Elif? Ah bien sûr. Moi, j'ai envie d'être un modèle pour ma fille. Ouais. J'ai une vision pour moi. J'ai envie d'être une certaine femme et j'ai envie d'être un modèle pour ma fille. J'ai envie qu'elle se dise, voilà, moi, ma mère, elle a vraiment eu le courage dans sa vie de se réaliser, tout simplement. Ouais. Et pour moi, ça c'est comment dire, une des choses aussi pour lesquelles je me suis lancée à mon compte et dans l'entrepreneuriat, c'est pour me réaliser. C'est pas forcément. Évidemment que les notions de liberté financière, géographique, le fait de pouvoir travailler, tout ça, c'est des trucs séduisants et qui comptent. Mais moi, pourquoi je me suis mis à mon compte? Pour me réaliser. Pour aller chercher au fond de moi ma mission, ce que je suis venue apporter au monde et juste de le concrétiser, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. J'adore. C'est vraiment inspirant. Déjà, hier, comme disait, je pense que c'est Arnaud qui dit Elif, ton mindset est juste impressionnant. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ça a l'air facile, en fait. C'est tellement, comment dire, clair, on va dire ça comme ça. C'est tellement clair et optimiste qu'en fait, on dirait que même si ton histoire, tu l'as partagée et on comprend totalement les défis que tu as traversés parce que je pense beaucoup d'entre nous avons traversé ces défis où justement on se reconnaît plus dans ce qu'on fait. C'est des recherches qui peuvent être douloureuses, mais de t'entendre en parler et la manière dont tu en parles, ça a presque l'air facile, tu vois, parce que oui, c'est des adversités, mais comme dans un jeu ou bien dans un film d'aventure, on regarde le héros et puis on sait que ça va aller bien après. C'est le sentiment que j'ai quand je t'écoute parler, tu vois.
Il n'y a pas un sentiment de catastrophe, c'est juste, ça va aller, on trouve une solution, tu travailles ton mindset. Ouais, mais parce que penser comme ça, je t'assure que vraiment, ça change tout, en fait. Ça change complètement la donne. Ouais. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on attire l'abondance, qu'on arrive à plus facilement à réaliser les choses, quoi. Ouais, tout à fait. Non, je suis 100% d'accord. Je pense qu'on se met, comment dire, on se prend un peu trop au sérieux. Là, il y a un truc qu'Arnaud disait, il dit, l'entrepreneuriat est vraiment une machine à laver. On est obligé de se confronter à nos peurs et nos envies. Ouais, pas mal. Pas mal cette phrase. J'aime bien la métaphore. Ouais, totalement. Oui, complètement. Ah, mais l'entrepreneuriat, ça te donne un coup de maturité de 10 ans en 2 ans, quoi. Ça, c'est clair et net. Ouais. Et c'est très bien. C'est un gros travail aussi sur soi-même, l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais. Oh là, je te jure, on continuerait à parler indéfiniment là-dessus, mais je sais à quel point ton temps est précieux, donc on va pas déborder. On le sait. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Elif. C'est vraiment un honneur et un plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi, de découvrir ton expérience. Ah, c'était avec un plaisir de partager à 100%. Merci à tous ceux qui étaient là également pour cette conférence, donc la dernière du sommet Crois en tes rêves. Je suis tellement heureuse d'avoir créé cet événement, d'avoir pu rassembler toutes ces femmes avec les différentes expériences. Et je crois que ce que tout le monde a vu ici, c'est qu'il n'y en a pas une qui se ressemble, il n'y a pas de femme parfaite. On a vu tous les modèles, tout le monde est passé par des galères et des difficultés, tout ce que tu veux. Et c'est pas parce qu'on a trouvé la bonne réponse qu'on a avancé, mais on s'est écouté. Je te dirais, Elif, que ce que j'ai entendu, même dans ton message, bien se connaître, rechercher que ça soit fluide et facile, travailler sur son mindset, son état d'esprit. Il y en a une qui disait s'épouser soi-même pour parler du fait de se choisir et se donner cette première place. Beaucoup de messages autour du fait de croire en ses rêves. Vraiment, ce qui est ressorti, ça a toujours été d'abord de croire juste en soi et d'abord de se connaître. Et je crois que c'est, voilà, c'était exactement comme tu en parles. Exactement, c'est clé et c'est vraiment pour moi, encore une fois, la base d'une vie épanouissante et heureuse. Ouais, tout à fait. À 100% d'accord. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. Merci pour ton invitation aussi. Oh, c'est avec joie. Vraiment très heureuse t'avoir eu ici.